Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire pour vous présenter quelques repères sur les aidants. Je suis Corinne Petitbon, cadre social, pilote du comité des aidants et modérateur pour cette réunion. Notre objectif, définir, caractériser les aidants, tout qu'un petit peu mieux, mieux les identifier, mieux les repérer, savoir évaluer, proposer des aides, agir et ne pas laisser l'épuisement s'installer. Alors, comme on disait tout à l'heure, les questions, ce sera plutôt après, de façon à ce qu'on puisse vous dérouler un petit peu comment on va se passer ce webinaire et par la suite, vous pourrez poser vos questions. On sera évidemment ravis de répondre à toutes vos questions. Donc, notre programme. Voilà, notre programme, c'est définition, l'étude accolade, les différences entre les notions de personnes à prévenir, personnes de confiance, et évidemment, et évidemment les aidants. Le témoignage précieux d'une aidante, Amaranta Barclay, et à la Fondation, comment s'organise-t-on? Alors, quelques généralités. 9,3 millions de personnes qui déclarent fournir à titre non professionnel une aide. Sachant que on dit 9,3 millions, mais on n'est pas sûr du chiffre, c'est peut-être 11 millions, et plutôt 700 000 mineurs âgés de 5 ans ou plus qui sont auprès d'un proche à les aider ponctuellement. On reviendra sur les définitions, ponctuellement ou très souvent. Les aidants sont en moyenne âgés de 52 ans. Ils sont majoritairement des femmes. Et les aidants les plus impactés sont les aidants de conjoints, les aidants de parents et les aidants d'enfants. Alors, pour ce qui est des définitions, Karine Valac, assistante sociale et chef de projet soins de support et bien-être, et Amaranta Barclay, aidante et directrice de JAD, vont nous donner quelques éléments de ces définitions. Donc, la notion d'aidant, c'est une notion qui a été définie il n'y a pas si longtemps que ça, donc en 2015, qui est dans une loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Et donc, un aidant, c'est principalement la famille, donc un conjoint, un enfant, un parent, mais ça peut aussi être un ami ou un voisin. Et donc, ce qui caractérise l'aidant, c'est quelqu'un qui apporte un soutien régulier et fréquent et qui aide de manière permanente ou occasionnelle une personne âgée, malade ou en situation de handicap. Amaranta. Voilà. Et plus particulièrement, on pourra parler de jeune aidant quand il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent de moins de 18 ans, donc d'un mineur, qui apporte la même aide, donc une aide significative, régulière à un membre de sa famille ou de son foyer. En tout cas, la raison de cette aide, c'est que ce proche a besoin de soutien, d'accompagnement et de vigilance en raison d'une maladie physique, mentale ou d'un handicap. Et on parlera plutôt de jeunes adultes aidants pour la tranche 18-25 ans, tout simplement parce que les droits ne sont pas exactement les mêmes et que c'est une phase de transition. Donc, même si la notion de aidant, elle est définie, c'est un rôle et des termes qui sont encore assez flous et qui sont peu reconnus, y compris par les aidants eux-mêmes et encore plus pour les jeunes aidants. Bien souvent, on se rend compte que les aidants n'ont pas conscience d'être aidants. Et pour autant, ça a un vrai impact, l'aide qu'ils apportent a un vrai impact sur leur quotidien. Ils peuvent renoncer à des loisirs, comme à devoir aménager leur temps de travail. Ils s'empêchent de beaucoup de choses. Ce qui est important aussi de dire, c'est que chacun d'entre nous, à un moment donné, dans son histoire, dans son parcours, on peut être aidant, que ce soit de façon temporaire ou de façon permanente, à la suite d'une maladie longue, par exemple, ou aussi dans le cas de façon soudaine, par exemple, à la suite d'un accident de ski, par exemple, on peut être aidant de son proche de façon ponctuelle et non prévisible. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que du fait que les aidants
n'aient pas conscience de l'aide qu'ils apportent, ou même s'ils en ont conscience, ils n'ont pas forcément envie qu'on les reconnaisse dans ce rôle-là, et donc ils peuvent avoir des difficultés à en parler, y compris à nous soignants. Et ce qu'on sait aussi, ça c'est des études qui l'ont montré, qu'il y a des facteurs qui aggravent les conséquences de l'aide, donc l'isolement et l'hospitalisation à domicile, voilà, impactent vraiment le quotidien de l'aidant. Alors, Fatima Laradji, cadre de santé à l'IRI, Recherche et Innovation, va nous en dire plus sur ce qu'on a appris grâce à l'étude Accolade sur les aidants de l'HAD. Bonjour à tous. Donc, alors, juste un petit rappel, il y a eu une première étude qui a été réalisée en 2019 auprès des patients de la Fondation. Ça, c'était la première étude qui a été faite. Et en 2023, donc l'année dernière, au mois de juillet, l'IRI a sollicité les soignants pour proposer un questionnaire aux patients et aux aidants cette année, parce qu'il y avait très peu d'études réalisées sur les aidants. L'objectif était d'évaluer la qualité de vie à la fois et des patients et des aidants. Donc, cette première étude a permis de montrer que 93% des aidants vivent en permanence au domicile du patient. 74% des aidants étaient sans activité professionnelle et 45, un peu moins de la moitié, 45% disent souffrir d'une maladie chronique ou d'un handicap. Et 57% déclarent avoir des douleurs ou une gêne. On peut voir la moyenne de l'EVA, du moins la moyenne de l'EVA de l'état de santé qui a été perçu pour les patients, elle était de 51 sur 100, et pour les aidants, c'est de 73 sur 100. Parmi les 22% des aidants avaient un état de santé qui était perçu égal ou inférieur à celui des patients. Donc, c'est presque un quart. Et ils sont presque tout aussi nombreux que les patients à avoir une souffrance psychologique. Frédéric de Frémery, IPA Neuro, va nous présenter les caractéristiques des aidants et de l'aide à domicile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aidant? Un aidant fait partie d'une population qui est excessivement hétérogène. Parce que selon l'âge de la personne, selon le lien qu'il a avec le patient, le ou la, selon son statut professionnel, qu'il soit en activité, étudiant, retraité ou sans activité. Et puis, il y a aussi les ex-conjoints aussi qui parfois peuvent être sollicités de plus en plus, et on en voit quand même beaucoup à Santé Service. Et puis aussi ses compétences, ses capacités, ses souhaits. Nous, en tant que soignants, on a un rôle excessivement important sur les capacités à évaluer et les souhaits, parce que souvent, les aidants, on ne leur laisse pas le choix. Alors, c'est pas tant nous que nous, Santé Service, mais aussi, c'est un peu la société en général, dans la mesure où, lorsqu'un patient sort de l'hôpital, eh bien, on ne demande pas à l'aidant s'il est d'accord pour prendre en charge le patient. Il faut rappeler que l'aidant n'est pas un soignant professionnel. Il n'a pas de formation. Alors, ça dépend, effectivement, lorsque le patient est malade depuis un petit bout de temps, effectivement, les aidants peuvent avoir des compétences. Parfois, ils connaissent même beaucoup mieux que nous l'état de santé du patient. Mais néanmoins, ce n'est pas un soignant professionnel. Et donc, il y a certains des aidants à qui, en tout cas, il faut se poser la question de lui demander d'exécuter certains soins. Il n'est pas obligatoirement au domicile, comme le disait tout à l'heure Karine. Il peut être là de façon ponctuelle, à distance,
là que le week-end, une partie des vacances, avec ses enfants, les petits-enfants, etc. On veut rappeler aussi que l'aidant, il peut percevoir une allocation, et cette allocation, c'est un dédommagement par rapport à son activité, à son interruption d'activité. Donc, il n'est pas payé pour être aidant, c'est un dédommagement. Et ça, c'est très important à l'entendre, à le comprendre, parce qu'effectivement, dans nos activités, dans nos échanges, on peut parfois avoir une autre idée. L'aide apportée à l'aidant, elle peut être variable. Donc, ça peut être d'ordre des activités de la vie quotidienne, pardon, le ménage, faire les courses. Ça peut être un aide aux soins, un soutien moral, un soutien financier. La coordination des rendez-vous médicaux qui est excessivement compliquée. Déjà, nous avons des difficultés à trouver des rendez-vous médicaux pour nos patients, mais on a aussi les termes, on sait un peu s'exprimer, on a des arguments auprès des secrétaires. Il faut savoir que l'aidant, il n'a pas forcément tous les codes. Ne pas oublier que l'aide, elle se réajuste tout au long de la pathologie, de la prise en charge. Et avant tout, il faut identifier l'aidant. Quand on dit identifier, c'est ce que disait aussi Karine tout à l'heure, c'est lui faire reconnaître qu'il est aidant. Souvent, il y a des aidants qui disent « Ah, mais c'est normal, c'est mon mari, c'est normal, c'est un devoir même ». Ça peut être un devoir, mais ça n'empêche qu'on doit vraiment l'identifier, lui faire prendre conscience du travail qu'il fait, d'évaluer ses souhaits, d'évaluer ses capacités, sa disponibilité et signaler ses difficultés relèvent de notre travail. Tous autant que nous sommes, infirmières, aides-soignantes, assistantes sociales, psychologues, nous devons absolument, absolument être à l'écoute et signaler dès qu'il y a quelque chose. Merci à vous. Alors, Sylvaine Mathieu, directrice des soins adjointes, va nous apporter quelques précisions sur les différences entre personnes de confiance, personnes à prévenir et aidants, bien sûr. Oui, alors parce que ces notions s'interfèrent, se mélangent, peut-être voilà, rendent les choses un peu confusionnées des fois. Donc la personne à prévenir, elle est contactée par l'équipe médicale et soignante en cas d'événement particulier, au cours du séjour du patient, qui peuvent être d'ordre organisationnel ou administratif, comme d'être informé ou d'organiser un transfert vers notre établissement ou d'être informé de la fin du séjour, par exemple. La personne à prévenir n'a accès aux informations médicales que dès lors, et elle ne participe aux décisions médicales que dès lors qu'elle est personne de confiance. Si elle n'est pas personne de confiance, elle n'a pas accès à ces informations ou à cette aide à la décision à la place, en lieu et place du patient. La personne de confiance, elle, c'est la personne choisie par le patient qui peut l'accompagner lors des entretiens médicaux, qui peut l'aider dans ses décisions, et qui peut être consulté s'il se trouve, lui, dans la capacité de recevoir des informations sur son état de santé et de décider ou d'exprimer sa volonté. La personne de confiance, elle appartient ou pas à la famille du patient. Ça peut être quelqu'un de tout à fait extérieur à la famille, ça peut être le médecin traitant, par exemple, aussi bien, c'est rare, mais ça arrive. Et le patient la désigne par écrit, mais il peut revenir sur son choix à tout moment. Et à chaque début de séjour, vous le savez, il y a une demande faite par Santé Service sur un formulaire renseigné sur la personne de confiance pour qu'elle soit de nouveau désignée pour le séjour concerné. Par contre, il peut donc y avoir plusieurs personnes à prévenir, mais une seule personne de confiance, à un instant T en tout cas. Et on peut changer de personnes à prévenir, et ou de personnes de confiance en cours de séjour librement quand même, mais toujours par écrit en ce qui concerne la personne de confiance particulièrement. Juste préciser que les aidants peuvent être personnes de confiance ou personnes à prévenir,
ou ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, l'aidant est au domicile, n'est pas toujours la personne à prévenir et n'est pas toujours, du coup, la personne de confiance. Parce que cette personne qui est au domicile, ça peut être parfois une présence, plutôt une personne qui va ouvrir la porte, une personne qui va accueillir les intervenants, accueillir les livraisons, mais qui sera peut-être pas exactement en capacité de faire de la coordination de rendez-vous ou de pouvoir appeler, contacter un médecin traitant ou transmettre aux professionnels ce qu'il a dit, fait, expliqué. Et dans ce cas, il peut y avoir une autre personne qui est de l'entourage, qui est assez classiquement, on va dire, l'adulte, un enfant adulte, je précise, du coup, qui va être l'interlocuteur privilégié pour ce type de renseignement de coordination. Cette personne sera un interlocuteur privilégié pour la coordination, peut être du coup une personne à prévenir, n'est pas nécessairement la personne de confiance non plus. C'est ce qui rend les choses un petit peu complexes parfois dans certains cercles familiaux, de bien distinguer qui un peu est qui et vers qui ou à qui on va s'adresser selon le besoin, le sujet. Et donc la personne de confiance peut être encore une autre personne, un autre membre de la famille, soit par exemple, ça peut être quelqu'un qui est du milieu médical, paramédical et qui du coup, plus naturellement ou l'aîné d'une fratrie adulte et qui du coup pourra être considéré personne de confiance, mais ne s'occupera pas nécessairement de coordination ou d'accueil et de présence au domicile. Donc tout ça, ce sont des distinctions qui sont un petit peu compliquées dans certaines familles. Parfois, ça va de soi que la personne qui est au domicile, l'époux, le conjoint, est aussi celui qu'il faut prévenir, est aussi la personne de confiance, mais un certain nombre de fois, nombreuses, quand même, ça n'est pas le cas. Donc, c'est important parce que dans ceux qui l'ont peut-être, qu'ils savent et qui l'ont déjà repéré, dans le dossier du patient et en particulier dans Dominique, au niveau de l'entourage, pour une personne donnée, il y a plusieurs coches possibles, on va dire. Et parfois, si on ne prend pas un tout petit peu au niveau de la préadmission ou au début du séjour, si on ne prend pas un tout petit peu, si on ne s'interroge pas un petit peu, comme ça s'est vu dans certains dossiers, on coche tout. Donc, et on va désigner de fait, on fait un amalgame, on coche tout ce qui est possible sur la personne qui est là au domicile. Et ça peut créer parfois des confusions et des difficultés dans certaines familles. Voilà, donc ça c'est important. Et la personne de confiance, vous le savez tous, c'est un formulaire qui doit se retrouver, être cherché, le renseignement doit être cherché en préadmission et le formulaire est partagé et doit se retrouver et dans le dossier informatisé et dans le dossier du patient à la vue de tout le monde. Très bien. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous Amaranta Barclay, aidante et directrice de JAD, qui va nous parler de ses expériences. Merci Corinne pour l'honneur. Je suis ravie d'être avec vous. Je sais qu'il y a à peu près 55 participants cet après-midi. Je ne vois pas du tout les noms, ce qui est bien normal pour des raisons de confidentialité. Mais s'il y en a parmi ces participants qui me connaissent, c'est qu'elles travaillent régulièrement chez moi. Et donc, rien que pour ça, je voulais leur dire merci en préambule. Peut-être pour témoigner en tant qu'aidante, vous présenter justement ma composition familiale. Ça, c'est un dessin d'une de mes filles, celle qui a les cheveux roux, que je trouve plutôt rigolo. Personne n'a d'expression faciale, mais on voit bien, voilà, c'est la composition de notre famille, avec au centre Lucie, qui est donc en hospitalisation à domicile, qui va bientôt avoir 26 ans, qui vit donc avec moi et avec ses sœurs, qui a une maladie orpheline, qui est polyhandicapée. Qui est dépendante, comme c'est écrit là sur le PowerPoint, d'une tierce personne pour absolument tous les actes de la vie quotidienne, qui est non-verbale, elle ne parle pas, elle a des troubles importants de la déglutition, une paralysie presque complète au niveau du transit intestinal, pardon, une épilepsie pharmacorésistante et, pour couronner le tout, parce qu'elle ne fait pas les choses à moitié, une cécité corticale. Donc, beaucoup de difficultés de communication avec son entourage,
Et donc, je suis son interprète, notamment auprès du personnel soignant et de toutes les personnes qui s'occupent d'elle, mais également dans notre entourage. Moi, je pense que les choses sont assez claires. J'ai 53 ans. Je vis seule, donc avec mes 4 filles, même si celle qui a les cheveux roux sur ce dessin n'habite plus tellement souvent là. Je travaille à temps plein. Je fais partie, alors j'ai noté les statistiques tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez impressionnant que 74% des personnes que vous rencontrez dans le cadre de votre exercice sont sans activité professionnelle. Donc, je fais partie du pourcentage restant. Et je suis directrice donc, de l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble JAD. Donc autant vous dire qu'il y a très peu de frontières en fait entre mon expérience personnelle et mon expérience professionnelle, si ce n'est l'âge, puisque je m'occupe plus particulièrement de jeunes qui font à peu près la même chose que moi, mais qui sont encore mineurs. Voilà, donc je suis l'aidante principale de Lucie, en achat des soins palliatifs depuis mars 2023. Au quotidien, je vais gérer tout ce qui a été évoqué tout à l'heure avec quelques petites choses en plus parce que pour pouvoir travailler à temps plein, vous imaginez bien que j'ai aussi une petite équipe d'auxiliaires de vie qui s'occupe de Lucie, qui me relaie. Et donc, voilà, je gère les plannings de tout le monde, les dossiers administratifs de Lucie, que ce soit la MDPH, le conseil départemental, le compte CESU ou demi-serve ici en Essonne pour rémunérer les prestataires. Et puis tout ce qui est démarche administrative, parce que j'ai toutes les casquettes là, aidante, salariée à temps plein, mais je suis aussi sa tutrice légale, donc personne de confiance évidemment, mais avec cet aspect juridique qu'on n'a pas encore évoqué, qui rend les choses aussi parfois un petit peu plus complexes. Je n'ai pas la main sur les slides, Corinne, si tu veux. Voilà. Alors, j'ai trouvé cette illustration assez rigolote parce que c'est tout à fait ça. Oui, tu peux passer à la suivante. Merci. Pour vous donner un petit peu le rythme, la cadence de nos journées, mais beaucoup d'entre vous connaissent déjà ça. Donc voilà, la plupart du temps, Lucie est alitée. Ces médicaments sont par voie sous-cutanée, ils sont livrés. Il y a des livraisons, comme je l'ai écrit sur la slide, tous les 2 jours, voilà, sur des créneaux horaires très amples en fonction de ce qui manque, en fonction, voilà, il y a eu un changement aussi au niveau de la pharmacie, donc il y a eu des choses un petit peu plus compliquées, des choses qui s'anticipent, donc qui ne s'anticipent pas, mais quand même sur une amplitude horaire entre 7 h du matin et 23 h le soir, avec une équipe de chauffeurs-livreurs qui sont tous super sympas, qui mettent des SMS pour prévenir, qui parfois laissent le colis derrière la porte en m'envoyant un petit message en disant « il est super tard, je sais que vous êtes sûrement couché, mais le colis est là ». Voilà, et puis bien sûr, ça c'était pour le petit clin d'œil au chauffeur, il y en a qui sont vraiment très sympas. Et puis tous les jours de la semaine, matin et soir, il y a le passage d'une infirmière, d'une aide-soignante. Alors, très rarement, je féminise parce que, voilà, exactement, la photo reflète bien la situation. Je féminise parce qu'il y a quand même très peu d'hommes dans ce métier-là. Ça arrive parfois, mais très rarement. Donc, matin et soir, pour les soins, pour la toilette. Et puis, dans notre situation, eh bien, tous les jours en semaine, pas le week-end, il y a des auxiliaires de vie qui se relaient auprès de Lucie, qui lui préparent à manger, qui lui donnent à manger, qui lui brossent les dents, qui voilà, l'occupent et surtout ont une vigilance permanente sur son état de santé générale. C'est important que je parle des auxiliaires de vie parce que parfois, pour certains soins, moi, ça me fatigue beaucoup. C'est-à-dire qu'en l'absence d'aide-soignant, ce sont des soins que je vais faire moi. Oui, il y a aussi un peu parfois la casquette de soignante. Je préfère éviter. Et du coup, je vais plutôt déléguer ça, évidemment, aux professionnels que sont les infirmières. Mais par contre, déléguer le côté être présent, comme sur cette illustration, tenir la main de Lucie, la rassurer,
encore une fois non-verbal, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui vit essentiellement de manière kinesthésique, c'est-à-dire sur les sensations, eh bien, c'est extrêmement rassurant pour elle, si je ne peux pas être là, qu'une des 3-4 auxiliaires de vie que nous avons puisse l'être pour la rassurer. Et ça, c'est important parce que quand on vous dit qu'il faut faire attention aux aidants, eh bien, l'auxiliaire de vie, là, en mon absence, c'est l'aidante. Elle connaît mieux Lucie que les professionnels de soins ou les aides-soignantes qui viennent, parce qu'elle passe plus de temps et elle fait plus de choses avec Lucie. Donc, voilà, c'est vraiment déléguer un aspect de mon rôle d'aidant à quelqu'un qui connaît Lucie et en qui j'ai confiance. Et c'est important que les soignants apprennent à leur faire confiance aussi. Et pas les voir comme, alors je vais être un peu crue hein, là, mais comme du personnel. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui joue un rôle important auprès de ma fille. Et puis d'autres personnes qui jouent des rôles importants, bah, bien évidemment, ce sont ces 3 sœurs. Et c'est bien pour ça que je me suis retrouvée à travailler et à militer pour la reconnaissance des jeunes aidants en France et à travailler pour l'association nationale JAD. Je vais vous parler très rapidement de ces jeunes aidants parce qu'ils passent trop souvent sous les radars. Mais juste pour finir, vous dire qu'il y a d'autres professionnels de l'HAD qui jouent un rôle extrêmement important. Je voulais parler de la diététicienne avec qui je fais un point tous les mois. Vous la connaissez, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas, voilà, celle qui s'occupe de Lucie s'appelle Alice. Et réellement, si Lucie est encore là, je pense que c'est largement grâce à l'ensemble de ses conseils et ses préconisations. Et puis parfois, occasionnellement, d'autres professionnels qu'on peut solliciter, comme une ergothérapeute. Voilà, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Tout à l'heure, j'entendais un médecin dire, enfin une, hein, parce que encore entendu d'homme, dire que parfois c'était difficile quand on est aidant, on n'a pas les codes toujours pour obtenir des rendez-vous médicaux. C'est très, très vrai. C'est encore plus vrai quand on n'a pas de médecin traitant. Ici, c'était Catherine Bonnier, son médecin traitant. Oui, c'est très difficile et aussi c'est difficile aujourd'hui de faire déplacer des gens au domicile. Or là, Lucie n'est pas déplaçable hors hospitalisation. Et ça rend les choses encore plus compliquées. Et donc, du coup, oui, c'est pas uniquement qu'on n'a pas que les codes, c'est aussi qu'en fait, on n'a pas la même casquette et que très vite, on passe pour la maman super angoissée et qui remue ciel et terre pour obtenir un rendez-vous. Alors que si c'est fait par un professionnel, il y a peut-être un peu plus de distance et un peu plus de mesure là-dedans. Mes filles, pour revenir sur les 3 autres, sont toutes ce qu'on appelle des jeunes aidantes. On voit bien en fait qu'elles vont. Alors, je vais évidemment, moi, en tant que parent, essayer de leur éviter un certain nombre de choses. Si je m'évite à moi-même un certain nombre de soins, c'est que je veux les éviter aussi, et y compris des gestes au niveau de la toilette intime, de l'intimité de Lucie, mais en réalité, la gestion du domicile et les tâches ménagères, eh bien, c'est de facto tout le monde dans notre situation qui devient aidant, donc elles aussi. La gestion de la fratrie, parce que sur l'illustration que j'ai mise tout à l'heure, eh bien, celle qui avait le pull rouge, elle n'a que 13 ans, donc ce sont ses grandes sœurs de 23 et 21 ans qui vont soit me relayer auprès de Lucie pour que je puisse aller à la réunion parents d'élèves au collège, par exemple, ou vont me remplacer à la réunion parents d'élèves au collège si je ne peux pas confier Lucie à ce moment-là parce que trop fragile. Donc, il y a quand même une grande partie de ça. Je suis donc à domicile quasiment tout le temps avec beaucoup de télétravail, mais peu de, voilà, je continue encore à assurer des interventions à l'extérieur, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il faut systématiquement qu'une auxiliaire de vie soit là, et quand elles ne sont pas là, eh bien, ça va être les sœurs de Lucie qui vont prendre la relève. Voilà, alors soutien dans des tâches administratives pour l'instant, pas trop en ce qui me concerne, mais pour jeunes, c'est le cas, notamment dans des familles qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française. Vous en voyez aussi sans doute beaucoup. Où c'est l'élève qui est scolarisé qui voilà, est capable de monter le dossier MDPH ou de se renseigner sur Internet, parfois même de faire des déclarations d'impôts.
voilà, ou des démarches auprès des uns des autres pour obtenir du soutien. Les plus âgés, selon les études, vous verrez, ils sont en capacité aussi d'apporter un soutien financier au sein de la famille. La maladie, le handicap, la fragilité, la vulnérabilité, ça paupérise. Le soutien moral, et puis parfois, dans certaines situations, et notamment dans des familles monoparentales, effectuer des soins personnels et médicaux. Merci pour la définition qui s'affiche. Voilà, ça c'est la définition dont on a parlé tout à l'heure, et la distinction entre les enfants mineurs et les enfants adultes, jeunes adultes, et puis adultes passés 25 ans, même si on est bien d'accord, 53 ans, je peux dire que non, on va aussi être un peu jeune, considéré comme étant jeune. Je fais un peu d'humour, mais les risques encourus sont des risques identiques à tous les aidants, c'est-à-dire sur la santé mentale, la santé physique. J'entendais tout à l'heure dans votre étude que 57% des aidants déclarent avoir une douleur. J'ai envie de dire que le chiffre doit sans doute être encore plus important chez les aides-soignants, parce que manipuler quelqu'un, ça crée effectivement des douleurs. Je me remets d'une tendinite au coude. Je pense que tous ces gestes répétitifs avec des charges lourdes nous créent à tous des douleurs, et c'est encore plus le cas sur un petit corps dont le squelette est encore en plein développement. Les troubles du squelette musculaire sont importants chez les jeunes aidants. Des difficultés sur la vie scolaire aussi, avec des problèmes d'apprentissage, de concentration, de décrochage scolaire. C'est difficile de se concentrer sur ce qui se passe à l'école et sur le cours de mathématiques quand on est inquiet pour son proche. Là, encore plus peut-être en soins palliatifs. Et puis des difficultés sur le maintien d'une activité de loisir et de vie sociale, tout ce qui se passe en dehors. Voilà. Et les effets positifs, sentiment de fierté, sentiment de maturité pour ces jeunes, une relation privilégiée avec le proche aidé, une acquisition de compétences techniques et humaines, c'est valable pour moi aussi. Voilà, donc vous les rencontrez au quotidien au domicile, c'est s'interroger sur le rôle et la place de chacun au sein du domicile. Voilà, qui aujourd'hui est un jeune aidant, qui aujourd'hui est un aidant. Très rapidement, 3 chiffres, la slide, je ne vais pas la passer en détail. Elias, c'est une étude auprès de collégiens qui montre que 12,3% des collégiens sont des jeunes aidants. Adocare auprès des lycéens, 14,3% des lycéens sont des jeunes aidants. Et Campus Care auprès des étudiants, 15,9%, c'est-à-dire quasiment 16% des étudiants sont des jeunes aidants. Donc, ils sont partout dans toutes les familles et ils font exactement ce que font tous les aidants. Voilà, merci beaucoup. Merci Amaranta pour ce témoignage si riche. Je tiens à votre disposition d'ailleurs dans mon bureau, voire sur l'épaule, bien sûr, les guides de sensibilisation sur les jeunes aidants et les études faites par GED dans le cadre pour les jeunes aidants. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, j'ai ça sur mon bureau. Vous comprenez bien pourquoi, à tous les niveaux de la Fondation, il est indispensable de soutenir les aidants. Le comité des aidants, instance interne, est composé d'une équipe pluridisciplinaire de l'HAD, mais aussi du médico-social, pour justement proposer des aides. Et ce webinaire, bien évidemment, fait partie de ce plan d'action proposé par le comité des aidants. Donc, le comité des aidants est en lien avec la commission des usagers dans le cadre du projet des usagers. Donc, le projet des usagers, ce sont les patients, mais aussi les aidants. Il défend une politique fondée sur les constats de terrain, repris dans les 2 derniers projets stratégiques de la Fondation. Les 2 derniers projets d'établissement font état d'un plan d'action en faveur des aidants. Voilà. Donc, ce plan d'action, on va vous en dire quelques mots, bien entendu. Alors, au niveau du répit pour les aidants, la Fondation s'inscrit dans une expérimentation sur le baluchonnage qui est menée au niveau national. Et donc, pour rappeler un petit peu ce que c'est que le baluchonnage, c'est un dispositif qui permet à l'aidant de partir de chez lui plusieurs jours consécutifs
avec un relais assuré 24 heures sur 24 et donc sur la durée de l'absence de quelques jours, où un personnel formé, qui n'est pas un personnel de santé-service, mais va venir au domicile et assurer ce que fait l'aidant au quotidien. Et c'est un dispositif qui se superpose à santé-service, aux soins qu'on peut apporter, hein, les soins qui sont maintenus pendant la durée du baluchonnage. Donc ça peut se mettre en place avec des critères quand même un peu spécifiques. Mais donc ça, je vous encourage, si vous avez des questions, à vous rapprocher de mes collègues assistantes sociales qui pourront vraiment vous aider à mettre ça en place si vous jugez opportun. On participe aussi au niveau de la fondation à développer donc les soins de support et bien-être. Et on organise différents soins de support, que ce soit de l'art-thérapie, de la socio-esthétique ou de l'activité physique adaptée, en partenariat donc avec différentes associations. Ça peut être des moments dédiés spécifiquement à l'aidant, mais aussi ça peut être des moments conjointement avec le patient. Et puis aussi au niveau de tout ce qui est plus information, soutien, écoute, on participe à la Journée nationale des aidants, donc qui est le 6 octobre. Donc cette année encore, on a participé en adressant une carte de remerciement ou une carte cadeau à certains aidants qui avaient été identifiés par les équipes. Et en direction des jeunes aidants, on a des opérations solidaires comme la rentrée des classes ou le Noël là, qui va arriver. Et puis du coup, Sylvaine va compléter plus tout ce qui est côté soins. Oui, alors dans les cas de soins de support et bien-être, vous êtes plusieurs à avoir vu passer une fois ou l'autre des communications. Il y a un groupe touché relationnel qui existe et avec une attention sur ce que l'on peut déployer auprès des aidants. Et du coup, nous avons la possibilité de réaliser et donner à l'encadrement la possibilité de programmer des soins de toucher relationnel par des soignants formés, bien sûr. Alors, soit au décours d'un soin autre, on va dire, de toilette ou de soins techniques, mais ça peut être aussi une programmation de soins seuls dans le cadre d'un besoin particulier chez certaines personnes. Pour l'information soutien écoute, vous avez compris, je pense, dans le cadre du déroulé de ce webinaire, que nous avons besoin, envie et qu'il y a nécessité à ce qu'on soit un peu attentif à ces aidants le mieux possible, le plus possible, mais plus encore que ce qu'on faisait jusque-là. Et donc, du coup, il a été mis en place une programmation d'évaluation régulière de l'état, on va dire, de l'aidant. C'est une programmation, évaluation comme d'autres évaluations d'endoménie qui a été créée et qui normalement est programmable par l'encadrement à un rythme périodique de la même façon que les ICA, les AVQ et autres évaluations. Donc on espère là-dessus renforcer la sensibilisation, l'attention, voire pouvoir anticiper davantage les signalements de difficultés exprimés à cette occasion-là. Recueil d'expérience de l'aidant, je ne sais plus, je crois que ce sont alors c'est via les représentants des usagers en particulier. Alors on a des petits questionnaires que l'on peut envoyer ici ou là, et il y a aussi nos représentants des usagers qui progressivement vont rencontrer des familles, des patients ou des aidants et ont un entretien particulier également de leur côté pour relever ce partage d'expérience. Pour pouvoir ensuite colliger un petit peu tous nos points de recueil et essayer d'avancer encore sur cette prise en compte des aidants. Et la maison des usagers numériques, la maison des usagers numériques, j'ai l'impression que tout le monde ne connaît pas, mais sur le site internet de Santé Service, il y a la possibilité donc pour les patients, les entourages, enfin qui le veut, d'aller accéder à la maison des usagers numériques qui se développe progressivement et qui commence à comporter pas mal d'informations. On y pousse, alors on y trouve des liens vers des associations évidemment, ou des coordonnées au sein de l'établissement. On y trouve la liste des représentants des usagers, de la commission des usagers avec les contacts à prévenir, à contacter si besoin, d'échanger ou de réclamer, d'exprimer quelque chose.
Mais de plus en plus, on y trouve aussi de l'information. On y pousse les fiches info patients de plus en plus, des conseils diététiques, des informations utiles qui peuvent permettre à ces gens-là de revenir un petit peu sur de l'écrit et compléter ce qu'on peut leur avoir apporté oralement. Donc petit à petit, c'est pareil, cet endroit du site a vocation à être alimenté au fur et à mesure de tout ce que l'on peut juger bon de mettre à disposition de ces personnes, pour autant qu'elles utilisent Internet sans trop de complications. Et Voilà. quand on va sur le bouton aidant, on peut obtenir des adresses d'associations d'aidants, bien entendu, d'associations comme Avec nos proches, comme la Compagnie des aidants, S'entraider, Ma boussole aidant. Et il existe aussi un site qui propose une sorte d'auto-évaluation qui s'appelle J'aide, je m'évalue. Donc, vous trouvez tout ça sur le site de Santé Service dans le cadre de la Maison des usagers numériques. Voilà. Et cette liste, évidemment, n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que le comité des aidants continue à proposer des actions en faveur des aidants. Il y aura bientôt une start-up aussi qui propose de la pérédance. Et nous sommes en train de travailler sur comment proposer de la pérédance pour les aidants aussi bien que pour les patients. Voilà. Juste quelques photos d'illustration, mais on va s'arrêter là pour pouvoir écouter vos questions. Les photos, voilà. Voilà. Vous avez de l'art-thérapie, des propositions d'art-thérapie. Vous avez de la socio-esthétique, du toucher relationnel et des aidants qui ont reçu une box lors d'une opération aussi qui était menée par le comité des aidants. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Il est temps maintenant de répondre à vos questions. Alors, il y avait déjà une question là-haut. Plus à droite. Tout à droite, oui. Non? Question-réponse, oui. Comment identifier ça va être pour Amaranta. Comment identifier si un jeune aidant est en difficulté et comment l'aider à mieux gérer sa situation? Alors, Je crois que tout simplement se poser la question au sein du domicile, il y a qui et qui fait quoi? Tout à l'heure, on a bien vu que l'aidant n'était pas forcément la personne de confiance, que l'aidant n'était pas forcément la personne qu'il fallait prévenir, que c'était parfois juste une personne qui était là et que c'est pas forcément des soins, hein, non, mais pour une vigilance, une surveillance. Donc, c'est vraiment se poser la question de qui fait quoi au domicile et d'essayer d'entrer en contact quand on rencontre un mineur pour savoir, tout simplement, tendre la main, poser la question. Comment tu vas dans cette situation? Est-ce que tu es amené à effectuer des gestes auprès de ta maman, ton papa, ton frère, ta sœur, pardon. Vraiment cerner un petit peu ce que fait le jeune pour mieux comprendre et tendre une main pour mieux ressentir ce qu'il éprouve. C'est ça l'évaluation, et c'est ça l'alerte parfois qui peut être donnée, parce que j'entends bien que dans certaines situations, il puisse y avoir une alerte, notamment dans des familles monoparentales, mais sur des choses bien concrètes, c'est-à-dire le soutien moral, c'est pas une alerte. Coordonner les réceptions de médicaments, c'est pas du tout une alerte. C'est plus sur est-ce que ce jeune est amené à faire des gestes de soins qui normalement relèveraient de la compétence d'un professionnel. Et là, on peut se poser la question, et là, on peut en référer justement au coordinateur des soins de l'HAD ou à un autre professionnel. Voilà. Donc, c'est vraiment se poser la question, mais garder en tête les chiffres. C'est-à-dire que si cet enfant a entre 11 et 15 ans, eh bien 14,3% de lycéens qui sont des jeunes aidants, ça interroge un peu. Voilà, donc c'est vraiment garder ça en tête. Et en cas de doute aussi, on peut tout à fait contacter l'Association nationale JAD. On a une
Une chargée de relations avec les familles qui a une formation d'assistante sociale qui peut aussi prendre contact et soit avec le professionnel, soit avec la famille directement et proposer un soutien psychologique ou des séjours de répit à ce jeune si c'est le cas. Je vais juste te contredire un tout petit peu. Pour nous, le soutien moral peut déjà être une alerte en interne, pouvoir justement accompagner cet enfant avec son parent et essayer justement de l'orienter si besoin vers l'assistante sociale de santé-service, vers le psychologue de santé-service, vers tous les professionnels hein, qui pourraient aider dans cette situation avant même qu'on arrive à une alerte comme tu l'entends. Oui, oui, c'est ça. En fait, on n'a pas la même définition d'alerte. Et le rôle de l'assistante sociale de santé-service est phénoménal pour dégrossir un petit peu par exemple, les dossiers MDPH, pour prendre en charge ou accompagner le jeune pour aider à effectuer ces démarches. C'est formidable. Quand je dis le jeune, ça marche aussi pour les adultes, hein, très clairement. C'est l'avantage. Santé-service, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc forcément, il y a différentes personnes qui peuvent accompagner, soulager le jeune dans son quotidien. Merci. Et alors moi, je permettrais de rajouter aussi une chose, c'est que bien évidemment, il y a les assistantes sociales, mais nous, aides-soignantes, infirmières, médecins, tout le monde peut alerter. Mais vaut mieux alerter pour pas grand-chose que passer à côté d'une situation dramatique et qui peut avoir des conséquences après dans la vie du jeune dramatiques. Et ça, nous avons un rôle énorme d'alerte. Même si on ne sait pas faire, c'est pas grave, on alerte. En fait, tout le monde a un rôle d'alerte, c'est pareil. Où est-ce qu'on les trouve, ces jeunes aidants? On les trouve évidemment dans toutes les salles d'attente en oncologie, mais on les trouve aussi dans toutes les salles de classe. Donc, les enseignants, les assistantes sociales scolaires, les psychologues scolaires, les CPE ont aussi un rôle. Mais alerter sans avoir consulté le jeune, ce serait une erreur parce que c'est notre vision d'adulte de ce qu'on peut considérer comme acceptable ou pas acceptable de la part du jeune, alors que réellement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tendre la main et poser la question au jeune. Comment vis-tu cette situation? C'est une conversation aussi banale que toutes les conversations du style « Ouh, il fait froid aujourd'hui voilà. Mais ça permet d'obtenir des renseignements ou en tout cas de décrypter un comportement. Alors, on a je ne sais pas si vous voyez les questions-réponses ou pas. Non. Alors, nous avons donc un petit commentaire. Je tiens à féliciter et encourager cette aidante pour tout le travail qu'elle fait auprès de sa famille et par-dessus tout, aider les autres. Bravo, madame. Je vous tire mon chapeau en plus de votre travail. Prendre du temps aussi pour vous, je l'espère. Et elle a une question. Qui doit-on, lorsqu'on détecte un aidant en difficulté, qui doit-on voir lorsqu'on détecte un aidant en difficulté? Est-ce qu'on en parle à notre cadre ou il y a une autre personne attitrée? Voilà, Corinne, c'est plutôt à toi de répondre. Je remercie beaucoup cette personne pour ce qu'elle me dit. Ça porte aussi, évidemment, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des frontières fines entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, mais elles viennent s'alimenter l'une comme l'autre. Voilà. C'est parler en équipe. C'est toujours important. Pour le coup, ce que tu disais tout à l'heure, on est une équipe pluridisciplinaire, donc c'est là où il faut échanger, en parler et voir un petit peu voilà, quelles pistes on peut avoir pour essayer de soutenir cette ou ces aidants en difficulté, bien sûr. La petite nuance que je veux faire peut-être, c'est soit cet aidant exprime directement sa difficulté et effectivement l'alerte peut être un peu directe, pourquoi pas, ou vous avez une perception que possiblement quelqu'un est en difficulté et dans ce cas, je rejoins ce que dit Corinne, on partage avec l'équipe, est-ce que la perception des autres qui passent est similaire et dans ces cas-là, en effet, on passe le signalement. Mais effectivement, selon le type de problème, mais la plupart du temps, c'est vrai que ça va vers le service social d'abord. Mais après, ça devient de toute façon, selon le sujet, quelque chose qui est repartagé au sein on va dire, du pôle, ou voilà, des compétences transverses, pour savoir qui peut faire quoi dans la situation de cet aidant. Si je peux me permettre en une minute, dans la question d'une personne aidée qui serait non verbale, la question de la pluridisciplinarité
pluridisciplinarité, elle est extrêmement importante, y compris pour l'aidant principal. C'est-à-dire, et notamment lorsqu'il s'agit d'un enfant, cette histoire de perception, euh, elle est toujours individuelle, donc elle se fait en fonction de son propre ressenti. Si on est fatigué, on va peut-être percevoir les choses différemment. Et le fait de pouvoir en discuter avec d'autres, ça permet d'apporter un tout petit peu d'objectivité là-dedans. Je crois que, si j'ai bien compris ce que me disent les aides-soignantes, ici, il y a une réunion hebdomadaire qui permet à chacune ou à chacun d'exprimer sa perception d'une situation. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui garantit une forme d'objectivité, notamment voilà, quand la personne est non-verbale, elle ne peut pas exprimer elle-même ce qu'elle ressent autrement que par une somatisation. Voilà. Ok, alors on déborde un petit peu de notre temps. Dernière question. Dernière question, oui. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les jeunes aidants, enfants? Alors, il y en a deux, vraiment, les principales difficultés, c'est d'ordre scolaire. Les parents, d'ailleurs, ou le parent va nous contacter quand les choses seront devenues compliquées au niveau scolaire, que ce soit au niveau académique sur des notes ou que ce soit au niveau des relations avec les autres. Il faut quand même savoir que les jeunes aidants sont souvent plus souvent victimes d'harcèlement et de cyberharcèlement que leurs camarades. Et puis sur leur propre santé physique et psychique, hein, quand on aide un parent à se déplacer, je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des douleurs physiques. Et puis sur la santé psychique, bah, écoutez, vous imaginez bien que quand un parent, maman, papa, ou un frère, ou une sœur, ou un grand-parent est en hospitalisation à domicile, il y a de la part de tous les autres membres de la famille une énorme angoisse à gérer et donc une santé psychique plus fragile aussi que chez leur père. L'importance de l'accompagnement psychologique, on en a peu parlé, mais c'est vrai qu'à l'HAD, dès lors que ma fille a été mise en HAD, le psychologue a tenu à rencontrer tous les membres de la famille, donc mes trois autres filles. Et ça, je crois que c'est extrêmement important aussi de pouvoir continuer à proposer ça. C'est peut-être du one-shot, c'est peut-être juste une fois, ça peut être un suivi lorsque c'est nécessaire. La plupart du temps, on ne va pas se mentir, c'est nécessaire. Mais au moins pour mettre tout le monde en phase sur ce que ça représente, pour dédramatiser des mots, des mots qui sont parfois tabous. Quand on parle de cancer, souvent c'est très tabou. Les parents n'osent pas en parler, utiliser ce mot devant leurs enfants. Quand on parle de fin de vie, quand on parle de soins palliatifs, il y a un amalgame aussi. Donc voilà, la présence, le travail d'un ou d'une psychologue est extrêmement important aussi à ce niveau-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Nous sommes à votre disposition pour échanger et continuer ce webinaire en direct si besoin. Et donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour le comité des aidants. Merci beaucoup. Oui, on aurait pu finir sur notre image. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci à tout le monde. J'espère que vous aurez partagé un peu le sujet avec intérêt. Ah, il y avait une question là? Non. Si. Ah, si. Je veux bien En tant qu'infirmière, intervenir dans le cadre du comité des aidants, c'est ça ou là maintenant? Mais il faut lui donner la parole parce que... Il faut peut-être lui donner la parole. Tu l'as là, dans les participants. Vous m'entendez? Ah oui, Ça y est, Emmanuel. Oui, Emmanuel. Oui, en fait, je veux bien intervenir en ma position d'infirmière à santé-service dans un premier temps, et en tant qu'aidante pendant toute cette année 2024 où en fait j'ai pu bénéficier en tant qu'aidante des interventions, enfin d'une intervention bien-être avec Karine et Madame Corinne. avec Corinne, voilà. Et je voulais souligner que effectivement, ça a été assez riche en fait et assez émouvant pour moi de me, de me sentir considérée comme aidante et d'avoir l'attention en fait
Et ce statut, en fait, de se dire, bah, il y a des gens qui pensent à moi, en fait, en tant qu'aidante. Parce qu'en plus, en tant qu'infirmière à la fondation, c'est vrai que j'avais un peu une double casquette qui n'était pas facile. Et en fait, je voulais les remercier pour ça parce que c'était un moment d'échange où j'étais pas du tout infirmière à ce moment-là. Et le fait de se sentir considérée comme aidante a été très réconfortant, en fait, parce qu'on sent l'œil de gens attentionnés à ce statut ou dans une période où tout est tourné vers la personne malade, en fait, et c'est bien normal. Mais en fait, ce statut de reconnaissance, je pense, est vraiment très important pour la personne qui, au quotidien, est aidante, mais aussi toujours en activité professionnelle. Et en plus, a peut-être parfois un double rôle de professionnelle infirmière aidante. Et en fait, voilà, j'étais sortie de cette séance de bien-être avec les esthéticiennes, les socio-esthéticiennes bénévoles, vraiment très reconnaissante de ça. Et j'espère que toutes les personnes qui en profitent ressentent le bien-être que j'ai eu, aussi bien du soin en lui-même, mais de toute cette écoute. Et effectivement, de prendre en considération les dents, eh ben, c'est vraiment une avancée très positive dans la prise en charge globale d'un patient. Et du coup, bah, je me permettais de vous remercier pour tout ce travail, en fait, parce que c'est doublement important, en fait. Voilà. Emmanuel, pour ce Merci, témoignage qui conclut bien notre webinaire, pour le coup, hein, avec ces deux précieux témoignages, là, pour le coup. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne journée Et à bientôt. à